Dernière en date des paradoxes français, le gaullisme meurt non de la mort du général de Gaulle, mais de la septicémie qui, au soir de ce mardi 2 avril 1974, a terrassé Georges Pompidou. Ce n'est pas la moindre ironie du sort. Vue de près, la politique de Pompidou démentait la raison d'être du gaullisme. Vue de loin, elle apparaîtra comme son ultime projection. Comme tous les Français, je savais le chef de l'État condamné à une fin prochaine, et comme eux, elle m'a surpris. Sans doute répugnais-je à surveiller les feuilles de température, à interpréter les diagnostics qui couraient tout Paris, à scruter les bouffissures qu'exhibait la télévision, à guetter dans la fente des paupières l'éclat nocturne du regard. Peut-être aussi refusais-je inconsciemment l'événement dont je savais qu'il atteindrait ma propre vie. D'où le choc quand Roger Cazes, patron de la brasserie Lippe où je dînais, seul à une table de l'arrière-salle, annotant devant mon couvert le discours que je préparais pour le surlendemain à l'Assemblée nationale, m'annonça la nouvelle. Vers 10 heures, il me souffla à l'oreille « On dit que le président est mort ». Et quelques minutes plus tard, la radio vient de le confirmer. D'autres que moi, assurément, avaient été plus attentifs, l'œil fixé sur le gros homme tassé dans son fauteuil, glissant à leurs affidés, l'heure approche. Et lui, fouillé, violé dans son agonie par cet appétit des vivants. Je ne puis me défaire d'une certaine pitié pour ce mort oublié avant d'être enseveli. Que laissera-t-il à la mémoire de son temps? Rien ou si peu. La cruauté du destin qui le frappe est là, et non dans sa vie courte. Tant de pouvoir, pas de pouvoir, et l'histoire qui se dérobe. Il aimait l'État, s'aimait dans l'État, mais après 5 ans d'une présidence sans partage, rien n'était encore commencé. Malchance, maladie, défaut de caractère, on a beaucoup et partout discuté de son acharnement à exercer ses fonctions jusqu'au bout. Le courage était-il de partir? Était-il de rester? Je ne tranche pas. Je crois comprendre qu'il y avait de la fierté dans cette façon d'afficher sa décrépitude. Beaucoup s'étonneront, Georges Pompidou et moi qui avons guerroyé pendant 10 ans, chacun en première ligne de son camp, que tant de débats ont opposé. Nous n'avons jamais parlé, jamais échangé un mot, qu'il fût de détente, de paix ou seulement de courtoisie. Les deux France ne se connaissent plus. À force de rêver à la sienne et de lui conférer cette majesté abstraite, qui sert aujourd'hui de défroque à la bourgeoisie de banque et d'affaires revenue, grâce à lui, dans les fourgons du 13 mai, De Gaulle a exilé la moitié des Français, à l'intérieur de leur propre pays, quand il décidait de charmer un adversaire dont il jugeait le ralliement utile, il jouait de toutes les séductions, façon de mépriser, la pire. Si je n'ai pas eu à la subir, et pour cause, j'ai vu comment il traitait ceux dont il n'attendait plus que le dernier abaissement. Il se retrouvait ministre, mais il supportait moins encore ceux qui lui résistaient. Sa règle fut l'intolérance. Il y avait d'un côté la France qu'il aimait, à ses yeux la seule vraie, et de l'autre l'envers, la face de la nuit, le néant de quelque chose. Après lui, Georges Pompidou aurait pu assurer sa grandeur en cherchant à réconcilier ce peuple divisé par tant de soins jaloux. Il s'y essaya, je le crois. Mais il avait acquis l'âme d'un chef de clan et ne sut pas l'ouvrir assez grande pour contenir la France et ses contradictions. À moins qu'averti du dedans de lui-même, qu'il n'aurait pas le temps, que tout était déjà trop tard, il n'eût abandonné. Je m'arrêterai à cette explication. Le Pompidou de 1962 avait du ton et de l'allure. Quand je revins siéger au Palais Bourbon, après un détour par le Sénat qui dura 3 ans et plus, je discernai chez cet orateur hésitant, qui lisait plutôt mal son texte, une force inhabituelle en ces lieux. Les députés qui détestent les amateurs riaient de son embarras.
Je me souviens d'avoir invité mes voisins à modérer leur jugement. J'étais sensible à cette carrure, à ce timbre. Dans les couloirs, je l'aperçus tête haute et profil coupant, au centre d'un groupe de ses amis. Je l'observai un moment. Il émanait de sa personne une lourde puissance. L'échec de tribune qu'il venait d'essuyer l'affectait juste assez pour assurer sa résolution. Il portait l'air de défi qui ne le quitta plus, comme s'il avait toujours à prouver davantage, étudiant comblé de diplômes, et qu'obsède celui qui manque, fonctionnaire, banquier, homme d'État, homme de tous les succès et qui s'exaspère, trop habitué aux places de premier, pour accepter sans mal et sans douleur d'être seulement le premier. L'orateur s'affirma, devint redoutable, le politique s'épanouit, saisit que la France ne serait de son siècle que présente dans l'aventure industrielle, et fit front en mai 1968, quand De Gaulle hésitait. L'affaire Markovic, qui le blessa au cœur doublement, durcit sa volonté d'entrer à son compte, à son heure dans cette histoire de France, dont ses familiers rapportent qu'enfant il s'enchantait. Gagné, perdu. Étrange aventure que celle de ce monarque aux racines de terre profonde, formé à distinguer dans les jeux de miroir où s'exerce l'intelligence, l'image originale de la réalité, et qui finit son règne en compagnie des Polignac dans la figure de Charles X. Oui, je le plains et ne suis pas son ennemi. Peut-être Georges Pompidou était-il plus grand qu'il ne fut. Ce cri du dernier acte, « Dans ma famille, on ne se couche que pour mourir », ne vient pas de n'importe où. Ceux qui l'ont aimé se souviennent qu'il savait rire, sentir, donner, imaginer. Mais on ne rachète pas par des vertus privées le passif d'une vie publique. La France penche déjà à autre chose.